Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Aude Becca, thérapeute holistique, influenceuse depuis 11 ans et auteure du livre « Et si on changeait ensemble ». Bonjour Aude. Bonjour Ben. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour cette invitation, je suis très contente d'être là. Ah, ça fait plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à écrire ce livre et ton cheminement qui t'a amené à devenir auteur? On a un peu de temps ? On a du temps. Alors, c'est un cheminement personnel, je pense, qui m'a amené sur l'écriture d'un livre en développement personnel, finalement. Mais pas que, parce que c'est aussi un livre qui traite d'écologie, de changement par rapport à notre santé, par rapport à notre alimentation. Enfin, on a moult possibilités de changement aujourd'hui, donc sur le chemin des possibles par rapport au changement. Donc en fait, on va dire que je suis publique, entre guillemets, depuis 11 ans maintenant, avec le lancement d'un blog en 2009, qui m'a fait connaître auprès du public, puisque ça a été un des blogs à l'époque qui étaient les plus suivis. Et j'ai, de par ce blog, vécu une aventure incroyable dans le monde du blogging, qui m'a permis donc d'acquérir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux et auprès bien sûr de la presse, etc. Et donc j'ai écrit ce blog à la base pour la mode, donc c'était vraiment un blog qui parlait de la mode, c'était une passion que j'avais depuis toujours. J'avais pas pu faire d'études de mode parce que voilà, j'avais pas forcément les finances à l'époque. Donc un jour, je me suis dit mais pourquoi pas essayer de vivre de ton rêve différemment. Donc je me suis lancée dans l'écriture de ce blog mode qui s'appelait The Little World of Fashion. Et j'écrivais sur la mode, sur les tendances, tout ce que faisait une blogueuse mode à l'époque. Donc c'est une ancienne génération. Et puis petit à petit, j'ai commencé à cheminer vers moi-même. On va dire ça comme ça. J'étais beaucoup dans le déni de moi-même depuis toujours, depuis presque toujours, et on va dire ça comme ça. J'étais une personne, je pense, qui se mentait à elle-même, qui avait des problématiques diverses et variées, des maux du corps, des maux de l'esprit, qui voulait pas les voir et qui du coup se noyait complètement dans la matérialité. Le blog mode, pour moi, ça représente ça. C'est vraiment une partie de ma vie où je me suis complètement noyée dans la matérialité. Et quand j'ai eu ma première grossesse, c'est ma première fille, Daphné, qui m'a permis justement de me révéler à moi-même. C'est vrai qu'on dit qu'en général, quand on accouche d'un enfant, on accouche aussi de soi. Et c'est un moment où on pense des plaies, on guérit de certaines choses, on libère des mémoires, on se libère de certaines chaînes. Et c'est comme ça vraiment que je l'ai vécu avec Daphné. Et ça a été vraiment le début du changement pour moi. C'est-à-dire là où j'ai opéré un vrai changement par rapport à ma vie d'avant, qui était finalement une vie où je me suis construite sur des schémas, où j'ai fait ce qu'on attendait que je sois, où j'étais un peu l'hologramme de ce que les autres voulaient que je sois. Et avec cette naissance, donc avec la naissance de ma fille, je me suis vraiment révélée à moi-même et j'ai commencé un vrai travail thérapeutique, un vrai travail de développement personnel et des changements aussi parce que quand tu as un enfant, je pense que c'est à ce moment-là où tu te prends de plein fouet toutes les choses que tu voulais pas t'avouer jusqu'à présent. C'est-à-dire que le monde ne tourne pas rond, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans le bon sens et t'as pas envie de les accompagner main dans la main dans un monde comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je ne me voyais pas en conscience accompagner ma fille et mes enfants derrière dans un monde qui ne me ressemblait pas profondément. Donc j'ai amorcé des changements pour elle. À la base, c'était vraiment cette idée-là. Et puis après, en fait, tout s'est enchaîné finalement parce que tu fais un changement, puis t'en fais un autre, et puis un autre, et un autre. Et puis finalement, tu commences à rentrer dans le chemin des possibles et justement de découvrir qu'il y a plein de changements possibles. Alors quels sont ces changements? Par quoi as-tu commencé dans tout ce cheminement? Alors, dans ce cheminement, je crois que le premier pas que j'ai posé, c'était vraiment par rapport à l'écologie. Parce que c'était ce qu'il y avait de plus criant sous mes yeux à ce moment-là. C'est-à-dire de dire, il y a des problématiques avec la planète dans laquelle on vit. Comment je peux faire à mon échelle pour essayer d'impacter le moins possible et d'inculquer à ma fille des valeurs qui soient justes par rapport aux changements qui me semblaient justes à cette époque. Donc en fait, les premiers changements étaient vraiment écologiques. On a quitté la ville pour la campagne, on a fait construire une maison passive en bois. On a vraiment amorcé des changements par rapport à notre vie et notre impact en tant que famille. À ce moment-là, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, donc s'en est suivi à nouveau une épreuve de vie qui m'a vraiment reconnectée à moi. Et en fait, au plus j'avançais dans les changements par rapport à l'écologie, par rapport à notre impact de famille sur la mère Terre, au plus je me rendais compte que j'avais sauté, entre guillemets, une étape. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas changer finalement notre comportement écologiquement parlant sans avoir changé soi d'abord. Et je me suis rendu compte que cette étape, la vie me l'a renvoyée de pleine face parce que j'ai eu une épreuve avec ma fille
Ma deuxième fille, j'ai été alitée pendant 3 mois. Donc je me suis retrouvée en fait complètement coupée de toute matérialité, de tout changement possible par rapport à notre impact en tant que famille, puisque depuis ton canapé ou ton lit, tu fais pas grand-chose, surtout quand tu es tordu de douleur H24 avec la peur d'accoucher. Et donc en fait, la seule option entre guillemets qui me restait à ce moment-là, c'était de me reconnecter vraiment à moi et à tout ce que finalement j'avais encore laissé derrière, parce qu'il y avait encore des choses sur lesquelles j'avais pas travaillé. Et c'est là où finalement j'ai compris, en tout cas pour moi, ce qui me semblait juste, c'est d'abord de pouvoir révolutionner son intérieur avant de vouloir faire une quelconque révolution en extérieur, qu'elle soit écologique, qu'elle soit finalement politique, qu'elle soit... bref, il y a plein de sujets aujourd'hui où on peut avoir envie de révolutionner le monde en extérieur, mais si on n'a soi-même pas expérimenté une révolution intérieure, je voyais pas comment ça pouvait se mettre en place. Et finalement, cette étape-là, elle a été primordiale, puisque du coup, je suis revenue sur une étape qui me semblait importante à faire avant. C'est vrai que en fait, quand on veut révolutionner le monde, en fait, souvent, si on ne change pas à l'intérieur, on reproduit les mêmes schémas sous une autre forme, par la lutte ou par d'autres choses, et puis on peut en fait nourrir ce qu'on veut pas, alors qu'on pourrait, disons, si on allait observer un peu plus profondément en soi et à l'extérieur de nous, agir avec plus de justesse et ne pas finalement reproduire ces mêmes schémas inconsciemment. Exactement. Et donc ensuite, après ces épreuves-là que tu as vécues, comment ça s'est déroulé? Comment est-ce que ça a évolué ensuite? Alors, ensuite, avec 2 enfants en bas âge, je ne te cache pas que j'étais à fond dans ma maternité, dans mon quotidien de maman, et je me suis donnée à fond dans ce quotidien de maman, et pour essayer de continuer à leur inculquer des valeurs qui me semblaient justes, mais à apprendre aussi, et je pense que ça, c'est une part importante quand, en fait, on ne naît pas parent, on apprend à devenir parent, et je pense que chaque enfant s'incarne pour nous apprendre certaines choses aussi, et pour qu'on apprenne ensemble, qu'on évolue ensemble, qu'on grandissent ensemble. Donc, chacune de mes filles m'a apporté quelque chose d'important dans mes étapes de changement et m'apporte toujours plein de choses. En fait, c'est pas une seule leçon, c'est plein de leçons dans une grande leçon. Et c'est ça qui est merveilleux finalement. Donc, dans tout mon cheminement de reconnexion à moi-même, mes filles ont été vraiment des vecteurs finalement de changements très profonds. Elles ont amené de grands changements et c'est vrai qu'on a continué donc pendant toutes ces années à changer au niveau de notre impact par rapport à l'écologie. Et s'en est suivi une autre épreuve de vie qui pour moi a été la dernière en fait entre guillemets épreuve de vie que je voulais sur ce parcours de résilience, parce que dans mon passé j'ai eu des épreuves très compliquées. Certaines que j'ai rendues publiques et d'autres pas. Une dont j'ai osé parler avec le hashtag MeToo, mais d'autres dont j'ai pas parlé. Et donc en fait, c'était en septembre 2018, donc j'ai eu une tumeur qui m'a été détectée dans l'utérus. Donc c'était 1 an après la naissance de ma deuxième fille. Donc là, tu te dis, ok, en fait, je vais partir finalement trop tard pour moi parce que j'aurais mis trop de temps à comprendre certaines choses et trop tôt pour mes enfants parce qu'elles sont encore toutes petites et que une maman qui part à cet âge-là, c'est quand même compliqué pour elle de les laisser seules à grandir, même si elles ont leur papa. Et donc là, ça a été vraiment, je crois, le boom dans ma vie, dans ma tête. Je me suis dit, ok, en fait, t'avais amorcé plein de choses en développement personnel, en changement dans le quotidien, en changement par rapport à la planète, etc. Mais t'avais toujours pas mis le doigt sur les changements que tu devais vraiment amorcer par rapport à ta santé, par rapport à ton physique. Donc j'avais fait la partie écologique, j'avais fait la partie spirituelle, on va dire ça comme ça, le développement personnel, et il me manquait une partie physique finalement, ce corps dans lequel je n'étais pas vraiment incarnée. J'avais vraiment l'impression en fait d'être là sans être là, et ça depuis toujours. Et du coup, mon corps physique me l'exprimait, et là, je crois que c'était le grand moment de révélation à moi-même. Donc, en 2 mois de temps à peu près, j'ai retourné ciel et terre pour essayer vraiment de me réaxer correctement. Et c'est là où j'ai mis le doigt sur le jeûne, sur l'alimentation intuitive, sur la régénération, sur plein de sujets finalement que j'avais jamais touché. Au final, que j'avais jamais abordé dans mon quotidien. Et là, vraiment, je me suis reconnectée à toute la partie physique, à la partie santé, et à tous les changements qu'on pourrait mettre en place à aujourd'hui, qui justement viennent s'imbriquer dans toute cette roue des changements finalement, puisque chaque changement touche à notre changement, et en fait, tout s'imbrique ensemble. Mais c'est juste que jusqu'à présent, j'avais pas fait ce lien, j'avais pas fait cette corrélation finalement entre tous les sujets qui fonctionnent tous ensemble. Et de par toutes mes épreuves, et de par certains moments dans ma vie,
j'ai reconnecté à tout ça et ça m'a semblé en fait essentiel. Et c'est finalement comme ça que ce livre est né, au fur et à mesure de toutes ces épreuves, de tous ces changements, sans que je m'en rende compte vraiment. Petit à petit, tout le plan du livre était en train de se dérouler dans ma propre vie. Donc j'expérimentais finalement ce qui me semblait être les essentiels pour tout un chacun, pour comprendre qu'on devait sortir de notre ego trip, de notre matérialité qui nous bouffait, qui nous rendait malsains finalement, tout un chacun. Il n'y a pas à juger autrui, on est tous malsains aujourd'hui, je pense, sans jugement pour quiconque, mais c'est qu'on a tellement de schémas qui se sont répétés, qu'on pense être juste, on a tellement mis dans nos vies des choses qui sont des vices, qui sont des choses qui nous rendent pas bien, qui nous rendent malades. Donc en fait, c'est un changement qui s'effectue d'abord soi, mais qui aujourd'hui est en train d'être planétaire, et ça, c'est merveilleux à vivre quand même. C'est chouette. Et comment est-ce que, pour revenir, si tu parlais tout à l'heure des épreuves, comment est-ce qu'on va chercher cette force de résilience en soi quand on a souffert, on a peut-être été victime de choses vraiment très très difficiles? Comment est-ce qu'on va chercher en soi cette force-là pour renaître et pas se laisser abattre et continuer d'avancer? En fait, aujourd'hui, je dirais que chacun fait comme il peut. Ça me semble juste. Et en fait, il y a certaines personnes qui ne trouveront pas forcément de réponse tout de suite ou qui n'auront pas cette force tout de suite de se relever. Peut-être que ça arrivera plus tard, peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais dans la vie, il n'y a finalement pas d'échec, il n'y a que des leçons. Donc on apprend peu importe ce qui nous arrive. On a vraiment des apprentissages au quotidien. Et peut-être déjà de le conscientiser, ça permet d'aller sur ce chemin de la guérison. Même si on a juste l'intention c'est déjà suffisamment puissant pour faire une part du travail avec soi-même. Même si on n'amorce pas certaines choses comme d'autres, c'est pas grave, il n'y a pas de comparaison finalement à avoir. C'est juste déjà de se dire, ok, j'ai conscience qu'il m'arrive quelque chose, peut-être essayer de comprendre pourquoi, peut-être que je n'y arriverai pas, mais en tout cas, j'ai déjà l'intention de transformer cette épreuve qui m'est présentée. Et ça, c'est vraiment très puissant. Vraiment chercher à... Finalement, on ne peut pas être responsable forcément de ce qui nous arrive, mais on peut devenir responsable de ce qu'on va en faire. Oui, exactement. C'est de comprendre qu'encore une fois, l'extérieur, oui, va nous impacter, et ça, on ne peut pas le nier. Il y a aujourd'hui, je trouve, des dérives, par exemple, dans la spiritualité un peu nouvelle génération, c'est de dire un petit peu le message que certaines personnes reçoivent en pleine face, c'est tout est beau, tout est rose, tu trouveras la force en toi, tout est en toi, etc., etc. Oui, en soi, c'est juste, mais c'est qu'après, il y a un accompagnement qui est différent en fonction des personnes, et c'est important que chacun réalise qu'il n'aura pas le même parcours que d'autres personnes, mais qu'en tout cas déjà de toucher du doigt sa propre identité, ce qu'il est capable de faire à un moment T, c'est important, et de voir justement comment il réagit en fonction d'un événement extérieur. Donc en effet, de voir ce qui se passe en son intérieur, déjà de prendre conscience, un peu comme les enfants quand on leur parle de la gestion des émotions aujourd'hui, gestion peut-être pas, mais compréhension, conscientisation de leurs émotions, de leur vécu, de poser des mots dessus. Et les adultes, peut-être pareil, c'est-à-dire qu'on est une génération aujourd'hui qui a été déconnectée du vivant, ça c'est un fait établi, déconnectée de notre propre réalité, déconnectée de notre intériorité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dirait que tout est mental. Donc on passe notre temps dans le mental, tout est débat, tout est mental, tout est discussion, tout est... justification, tout est excuse, alors qu'au final ce qui compte le plus c'est vraiment de vivre les choses. Et si tu dois vivre ou expérimenter la colère, vis-la, expérimente-la. Si tu dois vivre, expérimenter la tristesse, vis-la, expérimente-la. Si tu dois vivre, expérimenter de t'enfermer pendant 3 mois parce que tu en as besoin pour te ressourcer, te recentrer, vis-le, expérimente-le, ce moment-là de vie. Donc c'est peut-être de vraiment reconnecter à son intériorité pour justement comprendre ce qui se passe en extérieur, ou en tout cas essayer d'avoir un regard différent. Et toi ensuite, quand tu as eu ces prises de conscience-là et que tu te dis il faut que je mette en place des choses concrètes dans mon hygiène de vie pour aller vers la guérison, par quoi tu commençais et comment est-ce que ça s'est architecturé? Alors, comment ça a commencé ? C'est étrange parce que sur les grands moments de vie, tu te rappelles toujours vraiment précisément de chaque petit moment qui a jalonné finalement tes changements. Moi, c'est des amis qui m'ont parlé de la chaîne de Thierry Casasnovas, et c'est comme ça que j'ai découvert le jeûne. Et donc en fait, j'ai commencé à cheminer par rapport au jeûne, puis ensuite j'ai découvert Irène Grosjean, puis ensuite j'ai commencé à cheminer par rapport à l'alimentation intuitive, à l'alimentation vivante. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert... En fait, une porte s'est ouverte sur une autre, puis 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 ça s'est jamais arrêté. Et j'en suis encore aujourd'hui là à ouvrir des portes et en découvrir d'autres. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et je pense que quand on va dans le bon sens et quand on va vraiment là où finalement notre intuition nous emmène,
parce que c'est vraiment notre intuition qui nous guide et il y a des mains qui se tendent, il y a des rencontres qui se font et on va là où on doit être vraiment, où on se sent bien par rapport à ce qu'on est en train de faire, par rapport à ce qui nous semble juste. Et j'ai commencé, à l'époque, donc par le jeûne. Après, il y a eu l'alimentation santé, il y a eu les purges, il y a eu beaucoup de choses, en fait, plein d'outils finalement. Aujourd'hui, je les vois vraiment comme des outils qui m'ont permis de me délester de choses qui m'appartenaient plus, de choses qui me faisaient du mal, de choses qui avaient été à un moment donné des marqueurs pour que j'en arrive à ce diagnostic et cette opération de tumeur dans l'utérus. Et puis, il y a eu l'après. Et l'après où les gens te reconnaissent pas, où ils voient des changements, ils voient une lumière intérieure, ils voient une perte de poids. Souvent, c'est ça qui est significatif pour eux. Tu as perdu du poids, ton visage, il y a une lumière dessus, tu as des traits qui sont différents, tu as plus le sourire, etc. Et donc, tous les changements que tu amorces en intérieur viennent se refléter en extérieur. Et voilà, donc c'est vraiment des changements petit à petit que j'ai mis en place en rencontrant différentes personnes, en me renseignant, en trouvant des médias d'information qui me parlaient et où je pouvais moi-même expérimenter finalement la reprise en main de ma santé, la reprise en main de mon quotidien, de ma vie, de mes décisions, de mes choix, parce que là aussi, il en découle plein de changements en développement personnel que tu n'aurais jamais expérimenté si par exemple tu ne te faisais pas confiance sur un jeûne. Là, moi, ça a été au départ une expérimentation sur le jeûne. J'aurais jamais pensé en être capable. Moi qui étais complètement hypocondriaque pendant 30 ans. C'est-à-dire j'avais tout le temps peur du petit symptôme, du petit bobo. J'allais des fois aux urgences ou au médecin pour une raison qui n'était pas finalement nécessaire, parce que j'avais besoin d'être rassurée, parce que j'avais peur de mourir, parce que... Et en fait, au final, c'est plein de choses qui te reconnectent à la vie, au vivant, et tu fais confiance à la vie, tu donnes la main à la vie, tu te fais confiance à toi, et ça, c'est quand même hyper précieux. Et donc c'est vraiment, comme tu le disais, chercher à se l'apporter soi-même. Le moment où tu parlais d'une époque de vie où tu étais très hypocondriaque où tu t'es mis à, disons, j'imagine, t'apporter cette confiance-là, laisser la place à la confiance et agir concrètement pour toi. Et ensuite, avec tous les outils que tu as découverts, tu t'es aussi mis à disposition pour accompagner des personnes dans leur régénération. Oui, ça je l'ai fait. Alors moi, mes changements, donc ça a été à peu près de septembre à début novembre. Début novembre, j'ai rencontré Ama, donc à Marseille. Là, ça a été une vraie révélation pour moi parce que ça a vraiment chamboulé beaucoup de choses en moi. Elle est d'une puissance incroyable. Son darshan m'a vraiment... ça a été incroyable. La semaine qui a suivi, je pourrais même pas la décrire parce que tu parles de ça, c'est vrai que les gens vont dire c'est un câlin et puis alors il se passera rien derrière, mais si en fait elle est tellement puissante que tu vis des expériences de dingue juste derrière. Et c'est là où j'ai commencé à écrire le livre « Et si on changeait ensemble ?» Et j'ai commencé à accompagner les gens, je pense, quelques jours après aussi. Donc ça s'est fait un peu en même temps. Et je ne me suis pas établie tout de suite en tant que thérapeute holistique. Je me suis établie en mars en tant que thérapeute holistique. J'ai fait quelques formations sur les huiles essentielles, les élixirs floraux, un stage avec Irène Grosjean. Je me suis énormément formée toute seule finalement en autodidacte sur la médecine ayurvédique. Il y a énormément de choses qui m'ont appelée à ce moment-là en formation sur la médecine chamanique et voilà, donc après je me suis sentie capable d'accompagner autrui dans leur changement aussi, avec des outils simples à mettre en place au quotidien, avec une responsabilité par rapport à leur propre santé, avec bien sûr l'accompagnement d'autres praticiens si c'était nécessaire. L'idée aussi, c'est de comprendre que parfois on peut pas s'accompagner et on a besoin d'être accompagné, donc c'est bien aussi de savoir se le dire à soi-même, de se faire accompagner par les bonnes personnes. C'est important d'avoir la confiance de cette personne et d'être en confiance avec cette personne. Et puis c'est aussi bénéficier du vécu et de l'expérience. Tout à fait, des savoir-faire, des apprentissages et finalement de choses qu'on peut transmettre aujourd'hui et qui sont précieuses. Et donc dans ton livre, tu parles d'écologie, de développement personnel, aussi tu parles de tes enfants, de comment est-ce que on peut avoir une éducation, enfin je sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, mais une éducation positive, ce genre de choses. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont synthétisés dans ce livre. Oui, exactement. C'est un petit peu 5 ans de parcours que j'ai vécu, que j'ai essayé de synthétiser. J'ai essayé de me dégager au maximum du jeu pendant ce livre pour que tout le monde puisse se reconnaître ou en tout cas trouver ses étapes à lui. L'idée, c'était pas qu'il se calque sur mon parcours, enfin que la personne qui lisait ce livre se calque sur mon parcours, mais qu'elle puisse trouver ses clés dans ce livre de changement justement. Donc de proposer une pluralité d'options et de voir où ça les emmènerait.
Parce que peut-être, s'ils essayent ça, ça les emmènera là, et puis une autre personne essaiera là, ça l'emmènera là. Et l'idée, c'était vraiment de synthétiser 5 grandes étapes. Donc, une étape qui était d'abord de se reconnecter à soi, une étape qui était ensuite de se reconnecter à son corps, finalement, au ressenti de son corps, aux mots du corps, etc., de comprendre justement qu'est-ce que la personne pouvait faire par rapport à sa santé, en devenant responsable et non plus victime, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. De se tourner ensuite, justement, vers tout ce qui est un petit peu le domaine de la spiritualité, on va dire ça comme ça parce que c'est tellement large et puis c'est un mot qui cloisonne, spiritualité, et je trouve que c'est bien d'élargir, de comprendre que finalement c'est la vie en elle-même, donc de se tourner vers la vie, d'écouter son âme, ce qu'elle avait à nous révéler, là où elle pouvait nous accompagner, quels étaient les signes, la synchronicité, etc. Ensuite, de pouvoir se tourner vers la planète, une fois qu'on est un petit peu dégagé finalement de cet ego trip dans la matérialité, pouvoir se tourner vers le collectif. Donc c'est tout un cheminement qui s'amorce comme ça dans le livre. Et ensuite, de pouvoir transmettre à nos enfants différemment finalement des générations précédentes. Bien qu'il y a eu énormément de positifs dans ce qui a été transmis dans les générations précédentes, et on a peut-être eu on va dire un jalon au niveau de l'histoire sur l'après-guerre et toute la période de surconsommation où on arrive peut-être à son paroxysme aujourd'hui. Et là, on se dit, ok, là, on a vraiment peut-être été trop loin. Donc, justement, c'est pas anodin qu'aujourd'hui, les enfants soient remis au cœur de certaines considérations, que justement, on voit beaucoup de mouvements dans l'éducation nationale, dans certaines écoles, qui est justement des écoles alternatives qui soient de plus en plus prisées. Parce que peut-être que justement on veut arrêter de transmettre certaines choses et beaucoup de personnes ont déjà compris que c'était aller trop loin et qu'il fallait en revenir à des essentiels. Et les enfants arrivent purs et ils ont une vision du monde qui est merveilleuse. Donc justement, moi je dis pas éducation, c'est plus dans l'élévation. C'est-à-dire tu élèves un enfant, tu es là pour l'élever, pour vraiment le révéler à sa propre lumière intérieure. Et j'adore Maria Montessori, mes fils sont dans une école Montessori, donc forcément je suis un peu dans tout ce cheminement-là par rapport à elle. Mais c'est vrai que on voit des différences par rapport à soi-même et sa propre histoire. Et on se rend compte que peut-être elles ne mettront pas 35 ans à se révéler, mais qu'elles mettront peut-être 6 ans à se révéler. Et la différence est là finalement. Là, je trouve ça vraiment chouette, en tout cas, le cheminement du livre, de d'abord se reconnecter à soi, son corps, et voilà, commencer par étapes. Et c'est vrai que souvent, c'est aussi une des voies qui est souvent employée. On passe souvent par l'extérieur de nous, donc on passe souvent par d'abord, moi c'était mon cas, je me suis d'abord intéressé à l'écologie, puis après, le changement intérieur est venu ensuite, même s'il était très très là depuis le début. Mais c'est vrai que finalement, comme tu dis, pour amorcer des changements avec plus d'impact et de mettre qui on est dans ce changement-là, c'est vrai que aller se rencontrer soi d'abord, c'est très important. Et donc, dans cette partie-là de ton livre, est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur des personnes qui ont envie d'emprunter ce chemin? Comment est-ce qu'elles peuvent avoir des outils en plus pour se reconnecter à soi? Quelles idées as-tu Alors, je pense que les outils, ils sont dans le quotidien. Et souvent, on pense qu'il faut faire des 1000 et des 100 pour se reconnecter à soi, que ça en passe. Et je suis la première à avoir fait cette surconsommation thérapeutique peut-être. Je vais tester ça, je vais appeler un tel, et puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Et en fait, c'est vrai que tu te dis, il y a tellement de choses à expérimenter que tu veux tester plein de choses. Mais sauf qu'en fait, t'en arrives à un moment donné où tu te dis, mais attends, zut, il y a juste une étape qui était peut-être hyper intéressante au départ et finalement la voie la plus rapide, c'est d'abord de s'écouter dans son quotidien, de voir quels sont ses essentiels. Alors bien entendu qu'il y a certaines choses qu'on déconstruit dans ce parcours de révélation à soi-même parce qu'on pensait que c'était nous alors que ça l'était pas. Mais en tout cas, il y a quand même des essentiels qui sont dans la vie de tout un chacun et qui sont là à but thérapeutique pour libérer justement, pour révéler l'âme. Il y a plein d'artistes qui sont dans le déni de leurs dons, par exemple. Il y a plein de gens qui sont très doués pour la peinture, mais non, mais j'ai un boulot trop intense, j'en fais pas, j'ai un petit cahier de croquis, mais je m'en sers jamais. Ah non, mais je peux pas aller à la danse parce que j'ai trop... Et en fait, les essentiels sont là. Et il y a une phrase de Rumi qui dit, justement, en fait, quand il y a une question, t'as déjà la réponse à l'intérieur. Et je trouve ça hyper juste, en fait, même pour le quotidien. C'est-à-dire que tu penses chercher ailleurs ce que tu as déjà dans ton quotidien. Et donc, finalement, tu te perds un petit peu dans les méandres de tous ces possibles, alors que les clés de base sont quand même dans ton quotidien. Et puis, ça me fait penser tout ce que tu dis aussi au fait de reconnaître ce qui est déjà là et d'apprécier ce qu'on a déjà, donc les choses qui peuvent paraître anodines, mais avoir un toit, pouvoir se nourrir, etc., être en présence
d'autres relations harmonieuses. C'est des choses qui sont là et pour lesquelles qu'on oublie, on s'habitue. Ouais. Et c'est vrai que souvent, quand on a envie d'avoir plus de quelque chose dans sa vie, peut-être commencer par remercier par la présence de cette petite chose qui est déjà là dans Oui. ma vie, mais d'une manière que j'aimerais plus, et bien déjà lui Tout à donner fait. de l'importance et remercier pour ça, ça peut être une voie aussi pour... Tout à fait. Tout à fait. Et puis, tu vois, dans mon livre, à un moment donné, je parle de minimalisme parce que ça me semble intéressant, justement, dans le quotidien, de se rendre compte que notre cocon de vie, si on arrêtait d'appeler ça finalement une habitation, un domicile, une résidence, mais qu'on appelait ça un cocon de vie, en fait, c'est un cocon parce que justement, il est là pour nous permettre de passer aux étapes suivantes. Et donc, ce cocon, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire qu'en fait, on se fait du mal à nous-mêmes en faisant du mal à notre cocon. Alors, en fait, tu as le cocon qui est représentatif de ce qui se passe à l'intérieur, de ton état mental, de ton état physique. Et c'est vrai que si déjà on prend conscience de ça, on voit les choses différemment. Pourquoi on ne soigne pas son intérieur ? Ou alors pourquoi est-ce qu'on le maltraite en étant complètement monomaniaque et en passant des heures sur finalement une perte d'énergie, perte de temps à briquer, tu vois, un coin de meuble. Enfin, il y a plein de choses comme ça, des indications qui nous sont données au quotidien. Mais comme on ne le voit pas comme un cocon, et qu'en fait on continue à l'intérieur aussi à se faire du mal, et quand on s'en va finalement c'est un peu une fuite. On s'en va de chez nous, on part, on voyage, parce qu'on a besoin de se trouver, mais en son intérieur, dans son cocon, on est censé avoir déjà toutes les clés pour ensuite le papillon qu'on va devenir, dans l'image. Et puis c'est vrai que de manière très concrète, tu le disais juste avant, en fait dès qu'il nous arrive une situation où on est en difficulté, finalement en fait la ressource ou ce qu'on a besoin pour avancer, c'est toujours à l'intérieur de nous, même si la solution va peut-être se manifester après à l'extérieur, avec des mais c'est aides. vrai que en fait on peut sortir de l'état peut-être de panique, de se dire il me faut ci, il me faut ça, Oui. et c'est non, d'abord je me recentre à l'intérieur et ensuite le reste va venir. Mais c'est cette ressource-là où pour moi ça a été un vrai virage aussi, le moment où on conscientise que voilà, tout ce qui m'arrive en fait, les solutions sont là à l'intérieur de moi. Exactement. Et je vais m'en sortir en fait, et ça va c'est aller. Ça. Oui, puis ça permet justement cette reconnexion à soi, mais aussi à l'astral, au divin, à l'univers, on appelle ça comme on veut, on pose l'étiquette qu'on veut, mais en tout cas, il y a quand même cette idée d'à un moment donné d'arrêter justement, dans cette idée de surconsommation, de toujours avoir besoin de quelque chose en extérieur pour venir nous aider, pour nous accompagner, pour nous rendre plus heureux, pour nous permettre d'être mieux. Parce qu'au final, on a tout en nous, comme une fleur, elle a tout. Son ADN en elle a toutes les informations nécessaires à ce qu'elle va devenir ensuite dans la terre. En fait, nous, c'est pareil. On a tout comme une graine qui a toutes les informations pour devenir un grand arbre. Nous, c'est pareil. Et donc, juste, on l'oublie et on pense que toujours tout vient de l'extérieur. Alors que non. Oui, bien sûr, on va provoquer des rencontres, on va provoquer des évolutions, des changements, mais parce que ça viendra aussi de l'intérieur de nous. Et ça, on peut l'expérimenter. Peut-être que sans parler d'exercices, on va dire, dans le domaine de la spiritualité ou dans le développement personnel, mais juste quand on sort de chez soi, le matin, si on s'est bien levé, on s'est préparé, on s'est pomponné, on sort, on se sent bien, on a l'impression qu'on attire les regards. Alors que si on est dans un bad mood et on est sorti à l'arrache, on a l'impression que tout le monde va nous agresser parce que, voilà, fait chier, c'est la mauvaise journée, quoi. Et au final, rien que ça permet de toucher du doigt que ce qui se passe à l'intérieur de nous change notre réalité en extérieur. Puis il suffit c'est des choses qu'on sait, mais rien que de savoir que quelqu'un est tendu en face de nous, l'autre aussi va ressentir cette tension. On va faire miroir, voilà. Comme les enfants font miroir avec les adultes via leurs neurones miroirs. Et dans cette idée-là aussi, on peut voir l'autre comme un autre soi, comme un miroir, et de se dire que ce qui me déplaît chez l'autre, en fait, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en moi qui est gêné par ça. Et si j'allais chercher ce que c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce que je peux arranger, guérir en moi, qu'est-ce que je peux transformer en moi pour être plus en paix avec l'extérieur. Quelle carence je peux combler, quelle brèche je peux refermer, il y a plein de mots qu'on peut poser, mais c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs le karma aussi, c'est pareil. La dernière fois, je faisais une vidéo là-dessus parce qu'aujourd'hui, tu as énormément de vidéos qui tournent sur le karma, c'est une punition divine, une punition astrale, etc. Alors que non, encore une fois, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est encore une fois le karma, un miroir de ce qu'on a à travailler en notre intériorité, de ce qu'on a à révéler. Et c'est pour ça qu'on dit karma, c'est la répétition de certaines choses, et c'est réel, c'est-à-dire que le karma se représente à nous tant qu'on n'a pas libéré cette mémoire karmique, parce que justement à l'intérieur de nous il y a des choses qui sont encodées, finalement on peut dire ça comme ça, et qui méritent d'être réencodées, ou en tout cas d'être libérées parce que ce sont des vieilles mémoires et qu'elles ne nous servent plus aujourd'hui dans notre évolution. Donc encore une fois, de ne plus voir ça comme quelque chose d'extérieur, comme une punition qui nous viendrait sur le coin de la tête,
parce qu'on est bien gentil et puis on se prend des punitions, zut, c'est pas sympa. Non, en fait, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Et encore une fois, de se responsabiliser par rapport à son vécu. On n'est pas coupable, mais on est responsable. Et puis c'est ces moments-là où on voit que des schémas se reproduisent dans notre vie, que ce soit d'expérience professionnelle à une autre expérience professionnelle. Souvent, il y a le même type de schémas qui se reproduisent. Et quand on a envie de changer, quand on pose l'intention, comme tu le dis, de changer, souvent la vie nous présente un peu des... C'est comme ça que je l'interprète en tout cas, que la vie nous présente un peu des petits tests de « Ok, tu as envie de changer, mais... » Allez, est-ce que tu es prêt à faire ça pour toi ? Est-ce que tu es prêt à dire non à l'autre parfois pour dire oui à soi ? Exactement. Et voilà, souvent, dès qu'on démarre ce changement-là, on a plein de petits challenges, mais quand on les voit comme ça et quand on peut percevoir parfois ce qui est difficile, voire très difficile, quand on arrive à se le transformer en challenge et de se dire, bon, de toute façon, c'est là, et puis tant qu'à faire, autant que je puisse grandir, que ces événements puissent me faire grandir, bien on poursuit ce chemin et ça permet d'avancer. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vrai que sur son cheminement, souvent on va se dire non mais attends, j'ai raté parce que là ça n'a pas marché, je me suis cassé la figure, je me suis fait mal, mon cœur a eu mal, etc. Alors qu'en fait, tout est toujours parfait, le timing est toujours parfait et c'est très difficile à se le dire quand on l'entend qu'avec le mental. Alors que si on regarde avec son cœur et qu'on regarde tout son vécu, on arrive à se le dire. Parce que quand on regarde justement son vécu, on se dit oui, c'est vrai que finalement, tout ce que j'ai vécu m'a permis aujourd'hui d'en arriver là. Donc là, d'un coup, ça te paraît juste. Mais si tu es la tête dans le guidon dans un moment de vie, tu n'arrives plus trop à te le dire. Donc c'est pour ça que c'est bien parfois de regarder aussi en arrière et de voir le chemin parcouru. Et puis apprendre aussi parfois à être doux avec soi parce que des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à transformer, à transcender. Et puis, c'est OK aussi. Et puis, parfois, on se dit, j'aimerais bien être écouté, entendu. Et puis, chercher peut-être d'abord à s'apporter... Peut-être même se dire les mots qu'on aimerait entendre. Tout à fait. On commence déjà à amorcer un changement aussi pour aller progressivement. Et souvent, on peut être doux avec les autres et puis dans leurs difficultés, dans leur challenge de vie. Et puis avec nous, dès qu'on a une petite imperfection, on est là et puis on se juge tout de suite avec beaucoup de difficultés. Et c'est aussi en tout cas, un moyen de vivre avec plus de paix et plus de douceur en soi. Oui, exactement. Et puis cette douceur, elle peut aussi se manifester dans le corps. C'est le chapitre suivant de ton livre. Comment est-ce que, quand on a reconnecté à soi, comment est-ce qu'ensuite on va se connecter plus à son corps ? Alors le corps, c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qui a été facile à mettre en paragraphe parce qu'il y a tellement de choses à dire que on pourrait y passer des livres et c'est d'ailleurs des grandes bibliothèques qui existent à ce sujet-là, donc c'est formidable. Mais c'est aujourd'hui, on a, je pense, une réelle incompréhension du vivant, de ce que nous sommes réellement, de comment nous fonctionnons. Et notre corps est malmené, maltraité, et on est constamment dans un combat avec lui parce qu'on est en fait dans le mental. Et la plupart des humains aujourd'hui vivent dans le mental. Donc c'est pour ça que l'idée du livre, en tout cas, c'était sortir de l'ego trip pour aller vers un collectif de bienveillance et d'amour. Et l'idée, c'était justement de s'apporter d'abord à soi cette bienveillance, comme tu le disais, et cet amour. Un corps, il faut qu'il soit respecté, il faut qu'il soit entendu, il faut qu'il soit écouté. On va pas mettre de couvercle dessus, on va pas le combattre. C'est une vision finalement du corps qui était là depuis toujours. C'est juste qu'on a oublié les médecines originelles, on a oublié les médecines ancestrales qui nous enseignaient ça, parce que ça a toujours été une réalité, qu'il fallait soigner le corps, soigner l'âme, qu'il fallait être à l'écoute justement des énergies. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Et c'est aujourd'hui une reconnexion à ça. Donc en fait, quand on se reconnecte à soi, quand on se reconnecte à la Mère Terre, on se reconnecte aussi aux mémoires ancestrales qui ont existé et qui étaient, en tout cas il y a très longtemps, dans la justesse. Et aujourd'hui, on est dans la démesure et dans la folie. C'est certainement le mot qui correspond le plus à cette année 2020, bien qu'il corresponde aussi à un mot qui est la révélation de notre humanité. Et on le voit, il y a aujourd'hui un espèce de fossé. Et par rapport à la santé, c'est peut-être aujourd'hui ce qui existe aussi. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est cloisonné à une seule façon de voir notre corps, de voir notre santé, de voir nos maux, alors qu'il y a aujourd'hui plein de portes qui s'ouvrent vers une compréhension différente. Et peut-être que tout un chacun, à ce moment-là, doit pouvoir avoir le choix de ce qu'il veut faire de son corps, de ce qu'il veut faire de sa santé, avec justement des propositions qui seraient justes et qui seraient vraies.
Mais en tout cas, dans ce que j'ai mis dans cette partie-là, ce sont des outils aussi pour comprendre dans son quotidien son corps, pour le regarder différemment, pour lui apporter des premiers soins, pour l'écouter justement, pour lui apporter les réponses les plus faciles d'accès et bien entendu de se faire accompagner par la suite par des praticiens, par des thérapeutes, vraiment par les personnes qui nous semblent juste pour nous accompagner parce qu'aujourd'hui aussi, on a l'impression que si on a un mot qui s'exprime, on va avoir qu'une seule réponse possible via une seule personne possible. Alors que non, c'est possible de s'ouvrir à plein de personnes, c'est possible de changer, c'est possible aussi d'évoluer sur son parcours de guérison et non pas de stagner. C'est peut-être la pire erreur qui soit aujourd'hui de rester stagnant sur un parcours de guérison. Et ensuite, une fois qu'on avance sur ce chemin, le soi, le corps, ensuite l'âme, tu parlais, comment est-ce qu'on... On ouvre à fond les... On ouvre à fond les volets, puis on s'envole. Oui, l'âme, parce qu'aujourd'hui, c'est une notion qui n'existe pas dans notre... Enfin, en tout cas, ici, par exemple, en France, en 2020, c'est très compliqué. Si tu n'es pas sensible à ça, si tu n'as pas cette ouverture sur les chemins des possibles depuis toujours, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont restés connectés. Et donc qui ont cette notion de quelque chose de différent. Moi, je l'ai toujours eu de par le fait que je voyais les entités depuis petite et que j'avais des régressions quantiques depuis petite. Donc, je me suis toujours dit... Ok, donc moi, on me fait voir un psy très tôt, on me dit que je fais des cauchemars, que j'arrive pas à dormir, que je suis une enfant réservée, qui arrive pas à s'intégrer, qui est hypersensible, etc., etc. Mais quand tu deviens adulte, tu te dis, mais ok, on m'a collé plein d'étiquettes, on m'a pas apporté de solution, mais moi, je sais qu'il existe autre chose. Donc, comment je fais pour comprendre cette autre chose que je vis, en fait, puisque je suis saine d'esprit, j'avance dans le bon sens, mais si je m'en réfère à la société actuelle, ça va pas, les nuits sont pas bien, il faudrait un traitement thérapeutique, et puis vous voyez des choses qui n'existent pas, donc dans quel cas psycho on vous met au psychiatrique ou j'en sais rien, parce que je suis la seule fois où je suis allée voir un psy, j'avais 19 ans, et elle m'a dit, ah oui, vous êtes quand même gratiné, parce que elle m'avait demandé de lui raconter certains rêves. Mais on peut pas aujourd'hui ne pas prendre conscience qu'il y a quelque chose d'autre, parce que justement, de par les siècles, l'âme a toujours été considérée. Et il n'y a qu'encore une fois, aujourd'hui, qu'on la déconsidère finalement, qu'on l'a fait disparaître de notre humanité. Et ça fait partie de la déconnexion au vivant, et ça fait partie de cette déshumanisation finalement qui est menée depuis bien longtemps. Donc cette partie de reconnexion à son âme, oui, parce que je le vois sur mes réseaux sociaux, via des petits exercices, via des petits outils, les gens se reconnectent de plus en plus, perçoivent certaines choses, comprennent des signes, des synchronicités, mettent en place des exercices, des expériences, ils voient et que ça réponde, qu'il y a des choses qui se passent, donc que la magie se met en place dans leur vie. Donc ils peuvent expérimenter de par eux-mêmes certaines choses qui leur semblaient complètement folles, complètement perchées, qui n'existeraient pas dans leur quotidien. Puis d'un coup, ça existe, donc du coup, ça leur ouvre des portes vers autre chose. Et cette partie-là sur l'âme, je voulais qu'elle soit présente dans le livre parce qu'elle me semble, encore une fois, essentielle dans le cheminement. Et c'est ça, tu parlais de reconnexion, c'est aussi se reconnecter à la vie en soi et à la vie autour de soi, et puis... D'être interconnecté aussi, avec les autres espèces, avec la mère Terre, avec le vivant, avec les anciennes générations, puisque finalement, tout est encore interconnecté, il n'y a pas de séparation. Donc on peut sortir de cet ego trip en se reconnectant à justement ce grand tout. Et l'âme, elle permet cette reconnexion à ce grand tout. Mais si on ne l'expérimente pas, on reste dans l'ego. Alors que l'ego et l'âme, enfin l'ego et le cœur doivent être en harmonie, harmonisés, en équilibre, pour que l'âme puisse se révéler. C'est vrai que l'ego en nous a pris le dessus. A pris le dessus, comme tu le disais, sortir de l'ego trip, et en fait, il a pour caractéristique aussi, il nous aide à survivre. Enfin, il y a plein de choses intéressantes avec. Sûr. Mais c'est voir la séparation partout. Quand on se connecte plutôt à l'âme, au cœur, c'est plutôt voir des liens qui nous lient à plein de choses partout. Et c'est comment est-ce qu'on rééquilibre cette disproportion qu'il y a eu avec le fil des âges, des temps. Et... Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on se sent tout petit, impuissant et complètement parfois inexistant ou transparent, alors qu'on est constamment la main dans la main avec
énormément de gens, d'espèces. Tu vois, c'est vraiment cette idée de redonner la main finalement aux vivants et d'arrêter de s'en extraire avec le mental parce que je suis dominant, parce que je suis supérieur, parce que je suis l'espèce la plus intelligente, parce que je suis le dernier de ma lignée, donc ça veut dire que... Et en fait, il y a toujours cette position de moi-je au-dessus d'eux, alors que c'est finalement nous tous ensemble maintenant. Ouais, c'est le fait de reconnaître la vie qui est aussi en dehors de nous. Ouais. Et je trouve que, comme tu parlais de l'honorer aussi, honorer son corps, honorer son cœur, son âme, oui, tout à fait. Eh bien, on peut aussi l'honorer à l'extérieur de nous et Tout voir à en fait. fait tout ce qui vit comme quelque chose de sacré, Tout à un fait. peu comme la vision de plusieurs peuples ancestraux. Eh bien, cette notion-là, finalement, elle nous invite à une forme d'écologie plus puissante, puisque comment faire du mal à quelque chose qui pourrait être un autre moi, finalement, puisque j'ai la vie en moi, cet être a la vie en lui, et quel intérêt de faire du mal si ça peut être moi derrière, en fait. Oui, tout à fait. C'est une conscience du vivant et c'est travailler à son écologie intérieure pour qu'elle fasse écho à l'écologie extérieure. Et c'est peut-être aujourd'hui, les grands moments qu'on va vivre vont nous amener vers ça parce que jusqu'à présent, on faisait de l'écologie extérieure quelque chose qui était un peu... c'est un objectif que je me fixe. C'était très compétitif finalement. Alors qu'avec cette écologie intérieure qui est en équilibre, l'écologie extérieure sera en équilibre aussi. Tu peux plus vouloir souiller, violer, abîmer ta mère terre. Tu peux plus vouloir faire du mal aux autres règnes. Tu peux plus vouloir faire du mal à l'humanité si en toi, tu te fais du bien, t'es en paix et t'es en amour avec toi-même. C'est une justesse par rapport à tes comportements. C'est aujourd'hui une humanité qui est finalement en dissonance cognitive avec ce qu'elle est réellement. Et souvent, les gens l'expriment. Ils vont l'exprimer, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas, ils mettent des questions finalement sur cette dissonance cognitive parce qu'ils n'ont pas encore cette conscience de la dissonance cognitive et dès que tu as cette conscience, tu conscientises tes faits, tes gestes, tes mots, tes pensées, donc il y a tout qui vient ensuite. Et du coup ces changements-là, cette connexion disons au sacré, à la vie, ça nous amène aussi à avoir une autre relation à la vision qu'on peut avoir de la mort. Complètement. On a pu avoir une émission avec Paul Fournier qui a expérimenté dans un podcast précédent avec une expérience de mort imminente qui témoigne de son expérience à lui. Comment est-ce que, je ne vais pas en dire trop longtemps ici, mais comment est-ce qu'en fait la vie peut être d'un point de vue cyclique en tout cas, et comme de nombreux peuples ancestraux aussi ont cette vision-là également. Et finalement, c'est peut-être aussi un des nœuds de notre société de se dire qu'on est tous séparés, que la mort c'est la fin, et puis c'est peut être ok de le croire aussi. En fait, finalement, c'est une question de croyance aussi, puisque quand on sera de l'autre côté, on verra bien. Mais c'est aussi peut-être une des causes qui nous amène à avoir des comportements plus égoïstes et vivre à fond. C'est peut-être un peu ce que la société nous invite à faire, c'est vivre à fond, parce qu'après vous allez mourir, et donc profiter, même si vous écrasez votre prochain, allez-y, parce que vous allez mourir. Alors que quand on a cette vision plutôt cyclique des choses et qu'on est dans cette dimension-là de respect de soi, de respect du sacré, de la vie autour de nous, eh bien, là on comprend que quel intérêt, ça n'a aucun sens en fait. Tout à fait, et c'est vrai que quand on remonte de par l'histoire, il semble qu'aujourd'hui il y ait beaucoup d'historiens qui viennent nous dire que l'histoire humaine n'a pas été celle qu'on nous a racontée et qu'il y a eu de par le passé des peuples qui ont vécu dans la paix, dans l'amour de leur prochain, qui n'avaient pas d'armes, qui n'avaient pas de murs de défense, des murs d'enceinte. Donc tu te dis qu'il y a peut-être aussi toute une construction schématique depuis à peu près, je crois, un peu plus de 2000 ans, une construction de l'histoire qui a fait, qui nous a amené à être de plus en plus séparés, déconnectés, coupés de notre mère Terre et donc forcément coupés de nos missions ici-bas. Donc tout un chacun s'est un petit peu perdu et aujourd'hui on reconnecte à tout ça parce qu'on a changé énormément au niveau des énergies apparemment cette année. Je suis pas dans l'astrologie etc, mais c'est ce qui se dit et en tout cas ce qui se vit. On voit bien qu'il y a des vrais changements qui se mettent en place au niveau mondial, au niveau humain, qu'il y a des gens qui se reconnectent à des essentiels, qui sont prêts à faire des énormes révolutions dans leur quotidien. Donc c'est pas pour rien et ça se vérifie encore une fois. Et ça se vit surtout. Et je pense que ce sera beau à voir quand ça va se mettre en place réellement. Ça va être vraiment magnifique parce que je pense qu'on a tous envie, comme les enfants, de vivre en paix, dans l'amour de notre prochain. Les enfants, ce sont nos meilleurs guides finalement de ce qu'on devrait expérimenter de la vie sur Terre.
Et c'est les adultes souvent qui les perdent dans leur cheminement et qui leur font vivre des choses sur lesquelles ils ont été, eux, construits schématiquement. Mais les enfants, ce sont des vrais guides. Ils arrivent, sont des pages blanches et encore, ils ont des mémoires qui se réveillent au fur et à mesure de leur vie antérieure, de leurs aïeux. Mais en tout cas, ils ont des belles choses à écrire et à réécrire. Et puis souvent, on les fait entrer dans le moule par la peur, se conformer à la société, aux attentes, etc. Et puis c'est peut-être là qu'on commence à dénaturer l'être derrière qui est joyeux de base le plus souvent et qui est vraiment dans l'instant présent et dans cette connexion à la vie aussi, quoi. Je pense qu'on peut avoir cette image-là d'un enfant qui s'émerveille de la nature, d'un papillon, d'un oiseau. C'est merveilleux, quoi. Et c'est vrai qu'on, petit à petit, en fait, la vie, la société nous amène à nous déconnecter pour peut-être mieux nous reconnecter après. Mais c'est vrai que c'est une des étapes clés dont tu abordes aussi. Et avant celle-là, parce qu'on parle aussi de la création d'un nouveau monde, de quelque chose qui a du sens pour demain. Ça passe aussi par des actes concrets. On parlait de l'écologie. Une fois qu'on a cherché cette écologie intérieure, aller aussi la manifester à l'extérieur de soi, comment est-ce que ça peut prendre forme ? Oui, alors c'est une partie que j'aborde dans le livre aussi, donc sur l'écologie, avec plein de petits gestes que par exemple nous on avait mis en place dans notre quotidien, en sachant qu'on est quand même une famille, qu'on travaille, les parents travaillent, donc un rythme assez intense, donc il faut aussi se rendre compte que oui, tu fais pas ça toute la journée, ce n'est pas possible à aujourd'hui en tout cas de par notre système, mais en tout cas tu peux trouver dans ton quotidien des petits moyens d'action, des petits moyens de changement, sans forcément dépenser des milliers et des cents, parce qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup de business autour des changements par rapport à la planète, à l'écologie, mais en tout cas de trouver dans son quotidien des petits changements à mettre en place, là où, encore une fois où ça nous semble juste en s'écoutant. Je pense que c'est une des phrases que j'ai le plus répétée dans mon livre, c'est il faut s'écouter, il faut s'écouter, il faut s'écouter, mais parce que il n'y a que comme ça en fait qu'on peut avancer sur son chemin à soi, parce que si on se compare, si on essaye de faire les objectifs des uns et des autres, on le fera jamais, on va procrastiner à fond, on va pas y arriver, ça va nous sembler inatteignable, alors que si on s'écoute et qu'on fait vraiment ce qui nous semble juste, pareil en matière d'écologie, dans le quotidien par des petits gestes, des petites actions, refuser un sac en plastique, bah super, c'est déjà une merveilleuse action, ne plus aller manger dans des fast-food qui polluent la planète et qui détruisent la planète, bah super, c'est génial, c'est une super action. Et en fait c'est d'en prendre conscience, parce que il y a plein de gens qui se sentent démunis. Moi, je le vois aujourd'hui de par les messages que je reçois, et j'en reçois énormément tous les jours. Plein de gens qui ont l'impression qu'ils font rien. Mais en fait, si, il y a plein de gens qui font plein de choses et qui sont déjà extraordinaires dans leur changement. C'est juste que il n'y a pas d'idéal aujourd'hui de changement écologique. Il y a vraiment ce que tu fais chaque jour qui impacte pour demain. Et au niveau physique et au niveau vibratoire. Mais comme beaucoup sont déconnectés de cette partie vibratoire, ils ont l'impression que dans la balance, ils jouent pas. Alors que si, en fait, ils jouent énormément, parce que, encore une fois, l'intention est puissante, le pouvoir de l'attraction est là, il y a plein de choses qui se mettent en place au niveau, justement, vibratoire. Et dans les changements, ça impacte, oui, bien sûr. Et l'histoire du colibri, pour ça, elle est puissante. Et puis c'est mettre du sens dans chacun de ces actes, parce que c'est vrai qu'au début, au niveau de l'écologie, on peut se dire « Ah, il faut que je fasse ci, que j'arrête la viande, qu'il y a plein d'exemples, le plastique, le zéro déchet. » Il y a plein de voies possibles, on peut se mettre la pression tout de suite quand on veut faire un changement. Et je pense que l'idée, c'est pour chaque petite action qu'on fait, y voir le sens qu'il y a derrière. C'est pas juste je refuse un sac plastique, c'est je sais pourquoi, et y mettre tout le sens derrière. Et donc là, je pense que ça a aussi plus d'impact, dans le sens où on sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi on y va, tout en acceptant de suivre les étapes qu'on a à suivre. Voilà, ça peut être une voie aussi de passer, de révolutionner son quotidien et son impact écologique. Ça peut être aussi une voie, mais c'est vrai qu'y aller aussi en douceur, progressivement, ça peut aussi être plus durable. Donc c'est une des voies possibles. Ce qui est durable, c'est vraiment, comme tu le dis, la conscientisation. Parce que l'ego aussi, il peut récupérer ça, en mode ouais, moi je fais ça, je suis trop bien, j'ai réussi à faire ça, vous avez vu, et je poste ma petite photo sur les réseaux sociaux, nanana. Et l'ego, il prend sa part aussi à ce moment-là, il se galvanise, alors que si on conscientise ce qu'on fait, ok, en fait, ce morceau de viande, je ne veux plus le manger, parce qu'en fait, ça, c'était à la base un petit animal qui était dans son pré avec ses parents, etc. Puis il est venu, il a vécu tel traumatisme, il est arrivé dans mon assiette. Et par exemple, là, on parle d'alimentation, mais on peut parler d'autres choses. Tu prends un vêtement qui a été produit. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe en Chine avec les camps de Ouïghours. Tu sais que ce vêtement que tu as payé 5 balles, il a été produit par des femmes qui sont stérilisées de force. Ok, d'accord. Tu te places où, là ? Comment tu vis, en fait, ta conscientisation de ça ? Et c'est à ce moment-là où, finalement, tu le prends de plein fouet, à cœur, et tu veux mettre en place des changements, justement, non pas en te disant grâce à moi on va changer tout ça, mais en te disant moi je ne veux plus participer à ce monde-là.
Et c'est, je pense, bien différent parce que ça laisse des chemins des possibles. Je ne dis pas que tout le monde ne doit plus manger de la viande. C'est pas l'idée, par exemple, tu vois, si on parle de ce sujet-là. C'est de se dire que tout un chacun doit conscientiser son action. Si ça lui semble juste, c'est juste. Si ça lui semble en dissonance par rapport à ce qu'il ressent à l'intérieur, par rapport à ce qu'il est profondément, bah donc l'action qu'il mettra en place sera puissante au niveau vibratoire et au niveau physique pour la suite. Puis ça peut être intéressant de voir voilà, que, en fait, pour changer le monde, pour commencer, il y a changer soi, on l'a dit avant, mais également par à qui on donne notre argent, à qui on donne notre énergie. Et c'est vrai que par exemple, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Bien sûr. Même si ça a du sens. Mais par exemple, le passage au bio, par exemple, eh bien, ça peut être vu d'une manière différente. On peut le voir, je perds mon argent, je paye beaucoup plus cher, etc. Ou je peux voir, bon, en fait, en allant chez le petit producteur du coin, je donne mon argent à quelqu'un qui leur servira à nourrir sa famille et à créer aussi des cercles vertueux autour de lui. Et donc, en fait, c'est comment est-ce que je peux aussi transformer mes actions et le voir comme un don. Je prends un petit exemple, quand j'étais dans ma CTU, dans mes études de 9 mètres carrés à Nice, les moyens financiers, c'était pas terrible. Et ben, voilà, moi, ça me parlait de quand même continuer à aller dans les magasins bio qui ont un certain prix là-bas, ce qui est normal, ce que je peux comprendre. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses où, en fait, on peut transformer son regard et se dire, bon, en fait, là, ce que je fais, c'est que je le donne à quelqu'un. Parce que des fois, on peut avoir un quotidien où on se dit, bon, eh bien... je fais mon argent et puis à la fin de l'année je fais un petit don à telle association, tel machin pour un peu pour sa conscience. Mais souvent cet aspect-là, eh bien, il est un peu détourné et puis c'est pas vraiment. Puis des fois, là, ce à quoi on donne, c'est pas forcément le plus juste non plus. Bien sûr. Mais ou c'est pas forcément ce qui est le plus durable. Des fois, on peut vouloir aider quelque chose et ça aide que à court terme. Et en fait, essayer de voir au-delà du court terme et aller au plus long terme. Mais c'est vrai que c'est une des options possibles dans ce changement-là de consommation, eh bien, se voir comme un véritable acteur, puisque quand on est dans l'idée de l'écologie, on peut se dire ah là là, il faut que tout le monde change en même temps, sinon on aura zéro impact, etc. Oui et non, il faut d'abord commencer par voilà, à qui je donne mon argent, j'ai un sacré pouvoir en moi, à qui je souhaite donner, et puis une fois qu'en face, ceux qui nous écoutent, ou les entreprises, etc., qui ont des produits, eh bien, tout de suite, elles répondent avec l'argent. Donc, si elles perdent de l'argent, elles vont commencer à se remettre en question et envisager d'autres pratiques. Donc, c'est vrai que c'est un des points clés. Et puis, dans toutes les révolutions non violentes, etc., que ce soit avec Gandhi en Inde ou peut-être Martin Luther King, c'est passé par le boycott de quelque chose. Donc, en fait, on peut le voir comme une abstinence volontaire de certains produits et un choix conscient d'autres produits qui ont du sens. Et là, on commence à manifester des changements autour de nous qui vont avoir un impact vertueux. Tout à fait. Oui, c'est vraiment de conscientiser les choses et de dire je ne veux plus participer à ce monde-là. Je ne veux plus participer à ce monde que vous avez créé de toutes pièces parce qu'aujourd'hui, on en est là. C'est vraiment une poignée d'humains qui ont créé de toutes pièces une réalité dans laquelle nous, on pense être libre de nos choix, de nos décisions et on ne l'est pas, libre de notre santé et on ne l'est pas de par plein de choses qui se passent. Donc en fait, c'est de comprendre justement que je ne veux plus participer à ça, donc je décide petit à petit de me dégager de tout ça. Comme je déconstruis certaines choses, je me dégage, je me désengage de ce que je pouvais faire au quotidien pour que ce monde-là vive, ce monde-là se nourrisse, ce monde-là finalement avance vers la réalité qu'il voulait apporter finalement au monde. Et puis ensuite, il y a la dernière étape de ton livre, c'est comment est-ce qu'avec toute cette conscience-là de tous ces chemin de ce chemin qui a été emprunté à l'intérieur, puis qui a été se manifester à l'extérieur de soi par nos actions concrètes aussi dans le monde matériel. Il y a aussi la notion de transmission ensuite. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est une notion de transmission, on pourrait se dire c'est une partie qui parle qu'aux parents, ce qui n'est pas vrai en soi. C'est une partie qui parle en fait à tous les humains qui peuvent transmettre aux générations suivantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de besoin de lien parental pour pouvoir transmettre. On peut être un tonton, une tata, on peut être une marraine, un parrain, un ami de la famille, un voisin et avoir envie de transmettre aux générations suivantes ou en tout cas de les accompagner dans leur propre révélation. Parce qu'un enfant, il a besoin de choses très basiques finalement, mais qui sont hyper importantes dans son développement, des moments justement de paix, d'amour, de bienveillance, d'apprentissage. C'est un explorateur, l'enfant, il est vraiment là à explorer et souvent
On l'en empêche d'ailleurs, bouge pas, fais pas ça, dis pas ça, fais pas de bruit, va jouer dans ta chambre, etc., etc. Donc finalement, on le prive de son côté grand explorateur du vivant, et lui, il est vraiment là pour explorer parce qu'il apprend par l'expérience. Et nous, en tant qu'adultes, on peut apprendre par l'expérience, mais on le fait plus, en tout cas, on le fait très peu. Et aujourd'hui, ça revient de plus en plus, donc ça, c'est bien. Mais l'enfant apprend de par l'expérience avec les adultes. Il arrive dans un monde où il récupère des codes. Finalement, c'est comme un programme qu'on upload sur un ordinateur. Donc, il récupère un programme et il va répéter des codes tout au long de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on lui montre finalement de notre réalité ? Et là, encore une fois, c'est pas de se mettre la pression, c'est de se dire qu'on fait comme on peut. Mais de lui dire, là voilà, je vais prendre un exemple, mais on a tous des vies à 10 000, on essaye de faire au mieux avec nos enfants, et parfois ton enfant, voilà, il a toute son énergie, toi tu l'as plus, parce que ton corps il est pas forcément à son maximal potentiel, t'es peut-être fatigué de ta semaine, etc. Puis tu vas avoir ce moment où, maintenant ça suffit, maman elle est crevée, stop, et tu vas crier. Et aujourd'hui on te dit, non, il faut pas crier, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ce qui est juste avec un enfant, c'est quand même de lui montrer notre humanité, notre part d'humanité à nous, notre palette d'émotions, notre palette de vécu, et encore une fois de le conscientiser et de lui montrer qu'on peut se remettre en question, qu'on peut changer les choses. Là, oui, c'est vrai, maman était crevée, maman a une grosse semaine, maman a peut-être un peu crié, j'aurais pas dû, je prends du temps pour toi, c'est pas grave si je fais pas ça, si je fais pas ci. Et en fait, finalement, c'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de se rendre compte qu'on apprend avec un enfant, qu'on apprendra toujours, et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que rien n'est figé, et pour lui, rien ne restera figé. Ce qui compte, c'est sur le linéaire, sur le long terme. Puis c'est impressionnant de voir, moi j'ai pu faire un stage il y a quelques années en école Montessori à Nice, et de voir en fait la différence lorsqu'on emploie d'autres techniques, d'autres pratiques, et chez les enfants, de voir la paix, et comment est-ce qu'on peut... Bon, évidemment, un enfant, ça reste actif, et il y a forcément... C'est une école, donc c'est normal qu'on retrouve le même schéma que dans d'autres écoles, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on puisse, en fait, observer des comportements où on va favoriser plutôt l'entraide que la compétition avec les notes. Fait. Comment est-ce que, en fait, un enfant qui a déjà des compétences et qui sait déjà faire un atelier, comment est-ce qu'il peut lui aussi, par l'invitation de son accompagnatrice... professeur entre guillemets, quand je n'emploie pas le terme accompagnatrice, c'est mieux, mais comment est-ce qu'il peut aussi montrer à son voisin, regarde comment on fait, je peux t'apprendre, et ça à l'intérieur, c'est tellement différent, c'est tellement un schéma opposé à la compétition, des notes, de la comparaison, de je dois être le meilleur, et puis il y aura toujours des perdants en fait. Donc, si on fait un classement, il y aura toujours des perdants, il y aura toujours des gens qui auront des bonnes notes et d'autres des mauvaises notes. Parce que tu mets tout le monde dans une même case finalement, et alors qu'on a tous entre guillemets des possibles différents, on n'est pas là pour être mis dans des cases, et là arrive peut-être aussi cette espèce de fracture avec ce monde d'avant qui formatait des enfants. Aujourd'hui, quand on te demande qui tu es, on va te coller des étiquettes, et puis en fait, on va te définir en fonction de comment on te ressent. Alors que non, tu vois, un enfant aujourd'hui, si on peut lui apprendre à se révéler, à être bon dans ce qu'il fait et à aller justement là où il est bon et où ça l'appelle, ça changera toute sa vie. Plutôt que de se cloisonner dans un rôle qui correspond pas, et au final c'est ce système qui, notre génération en tout cas, elle a été comme ça, tu bougeais pas de ta place, t'écoutais un maître. Quand on écoute les mots, moi je suis très langage des oiseaux, quand on écoute les mots, tu écoutes un maître. Donc, mais maître, maîtresse, non, c'est censé être un éducateur, quelqu'un qui est là pour nous apprendre des choses, pour nous accompagner, un accompagnant. Peut-être on pourrait aussi changer les mots qu'on utilise dans le quotidien, peut-être qu'on pourrait voir différemment les choses. Un enfant, il a plein d'énergie et on le fait s'asseoir 8 heures sur une chaise. C'est pas comme ça qu'il peut expérimenter son enfance, qu'il peut la vivre pleinement. Alors forcément, quand il sort de là, il est plein d'énergie, et comme on lui apprend à se caler sur des écrans ou sur des rythmes qui lui correspondent pas, qu'il n'est pas entendu, donc il se met à être frustré. Et donc au final, il se met à grandir dans un moule qui lui correspond pas, en n'étant pas du tout à l'écoute de lui-même, et en finalement laissant s'exprimer les parts de lui-même qui sont les plus complexes finalement, alors qu'il aurait pu révéler les parts les plus lumineuses. Et puis c'est une des phases en fait qui est nécessaire, puisque en fait quand tu parlais aussi de la transmission, si on veut participer à la création d'un monde plus harmonieux pour demain, ça passera nécessairement par nos enfants. Et puis tout à fait.
Tout à fait, exactement. Ça passera par nos enfants et c'est peut-être aujourd'hui la génération qui peut justement couper avec tout ce qui a été finalement pas bon pour cette histoire sur Terre. Aujourd'hui, on va pas dire que c'est merveilleux ce qui se passe dans le monde. Non, on a atteint justement un niveau de savoir qui est incroyable. On pourrait faire des choses incroyables, par exemple grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à la presse. Il y a vraiment des moyens de communication qui n'existaient pas par le passé. Aujourd'hui, on est tous connectés dans le physique. On l'est bien sûr au niveau astral, mais au niveau physique, on est tous connectés. On pourrait en faire une force, quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui, non, c'est utilisé à d'autres fins. Donc c'est dommageable, dommage. Et pour nos enfants, c'est important de les protéger de tout ça et de leur permettre d'accéder au monde, on va dire, pour lequel ils sont venus sur Terre, pour lequel ils sont incarnés. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension-là, on est en 2020, il se passe beaucoup de choses, c'est fait. un peu le chaos à l'extérieur. Tout à fait. On peut dire c'est le chaos à l'extérieur sur beaucoup de sujets. Et on peut avoir cette notion-là de se dire « Ah, c'est foutu, c'est la fin ». Et comment est-ce qu'on... Je te pose la question à toi parce que je sais à peu près... Je vois... je sais qu'il y a beaucoup de foi derrière et du courage et beaucoup de foi pour la suite. Et voilà. Toi, comment est-ce que tu vois les choses ? Parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est le chaos. Et nous, on veut la paix, on veut autre chose, on veut un monde harmonieux. Comment... Alors, moi, il y a un message que je passe depuis 10 mois. Nous, ça fait maintenant 10 mois qu'on se connaît. Hein. On fait des choses ensemble sur les réseaux par rapport à justement ce monde qu'on ne veut plus voir. Il y a une phrase importante que je répète assez souvent, c'est justement d'arrêter de donner ces clés de pouvoir. Parce que on a été dépossédés d'une partie de nous-mêmes, de notre partie sauvage, liée à l'astral, liée à la terre. Et puis on a donné en permanence nos clés de pouvoir à d'autres personnes, en se disant parce que en fait schématiquement parlant, il est au-dessus de moi, elle est au-dessus de moi, dans la famille, c'est le plus ancien, nanani, nanana. Et en fait tu te dépossèdes en permanence de ce jeu de clés, qui est quand même le jeu de clés de toi, de ton chez-toi intérieur, de ta maison, de la chambre de tes enfants, etc. Donc ces clés de pouvoir, tu les donnes à quelqu'un dont tu ne sais pas si tu peux lui donner ta confiance. Alors qu'en fait, on a tous et toutes un jeu de clés qui est primordial pour la suite de l'histoire. Donc de récupérer ces clés de pouvoir, d'arrêter de les donner à autrui, c'est déjà un pas important. Et ensuite de donner la main à des personnes qui nous semblent être de confiance et avec qui on peut avancer. Donc c'est finalement se reconnecter à ce moment-là vers un collectif qui nous semble être notre collectif à nous. Se réapproprier finalement ce côté-là et... Oui. Et c'est vrai qu'on a tous cette tendance-là à disons, donner notre pouvoir à l'extérieur de nous. Par exemple, un enfant nous fait une critique, on ne va pas le prendre personnellement. Ouais. Et un adulte nous fait une critique et on a un doute sur nous-mêmes, on va le prendre personnellement. Parce qu'on a donné ce pouvoir-là à l'autre et qu'il n'y a pas assez de confiance à l'intérieur. Exactement. Et c'est vrai que je pense que, comme tu disais, reprendre les clés de sa vie sur tous les aspects possibles et ouvrir la porte et avancer vers quelque chose de nouveau et de... Ouais. Ben, c'est ça, c'est peut-être se dire aussi à un moment donné, si on prend les choses très simplement, la Terre est ronde, on fonctionne en triangle. Et c'est un peu problématique. C'est-à-dire qu'on peut se dire que là, aujourd'hui, on pourrait tous se donner la main et faire une grande ronde, et on le faisait petit. On faisait des rondes, on chantait, il y a tout ce qu'on appelle les cercles de femmes, les cercles de parole, etc., etc. Il y a cette idée de cercle, donc ça tourne rond, donc il y a le cycle de la vie. Donc si on prend la géométrie sacrée, qu'on se réfère à cette boucle qui tourne, on est dans cette idée-là. Pourquoi est-ce qu'on met tout sous forme de triangle ? C'est-à-dire, je dois m'en référer à la base qui est au-dessus, puis la base au-dessus s'en réfère à la base qui est encore au-dessus, etc., etc. Non, en fait, on a tous notre place aujourd'hui dans ce monde qui doit tourner rond. Et il tournera jamais triangle. C'est un chouette point de réflexion, en tout cas. C'est vrai que ça paraît tellement évident et c'est tellement ça. Tellement ça. On arrive vers la fin du podcast. Ouais. Je vais te poser la question rituelle. Ok. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message ? Écoutez-vous.
Je vais le répéter souvent, mais écoutez-vous, non, c'est vraiment trop important. Encore une fois, dans l'idée de ne pas se déposséder de ses pouvoirs et de ne pas se déshumaniser. Vous avez une petite voix à l'intérieur qui s'appelle votre intuition. L'intuition, elle est précieuse, c'est votre 6e sens, c'est la voix de votre âme. Vous pouvez pas ne pas l'écouter. Vous pouvez pas continuer à vous mentir à vous-même, à fonctionner dans un système qui ne vous correspond plus. Et ça, de par les centaines de messages que je reçois tous les jours, les discussions que je peux avoir avec tout un chacun, il y a plein de monde qui s'en rend compte, qui comprend qu'il est en effet là où il doit être, mais qu'il ne vit pas ce qu'il doit vivre parce que il y a encore des peurs, il y a encore des doutes, il y a encore des angoisses, et on est en train de vivre une putain d'année de révélation de l'humanité et de révolution pour l'humanité. Donc c'est aujourd'hui qu'on est en train justement de mettre en place ce que sera demain, donc d'être ensemble pour demain, de changer ensemble et de se donner la main, en fait, de ne pas avoir peur de son prochain, parce que c'est la pire chose qui peut arriver sur Terre aujourd'hui, c'est qu'on ait peur de notre environnement, de notre prochain, de la vie elle-même, parce que quand on dit j'ai peur de la mort, c'est qu'on a peur de vivre, en fait, c'est pas qu'on a peur de mourir. Donc en fait, d'arrêter avec ces peurs finalement, parce que la peur c'est la vibration la plus basse, et aujourd'hui on a besoin d'aimer en fait et de vibrer très haut. Donc aimez vos prochains, aimez-vous, aimez ce que vous faites, et vivez pour ça en fait, et vivez pour l'amour. Merci pour ce très très joli mot de la fin. Merci à toi. Vous trouverez tous les liens vers les réseaux sociaux de Aude, son livre, Super, dans la description. Et vous trouverez aussi dans la description le lien du Tipeee pour soutenir le podcast et mon projet de plantation de forêt fruitière. Donc, génial, voilà. Bravo d'ailleurs. Merci. Donc vous trouverez tout ça là-bas, dans la description. Et puis on vous souhaite une très belle poursuite de votre journée. Belle à bientôt. journée. Au revoir.